Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous tourner vers le pupitre. Je vais en quelques minutes essayer de vous présenter la démarche que nous avons d'appel à manifestation d'intérêt en vue du référencement de nos futurs partenaires. Sujet sur lequel je sais que beaucoup de promoteurs ici présents sont en train de plancher et doivent se dire mon Dieu, pourquoi il nous a pondu quelque chose d'aussi compliqué. Je ne sais plus qui me parlait d'introspection sur le métier de promoteur. Il y a un petit peu de ça. En tout cas, moi, je vais essayer de vous décrypter quelques-uns des éléments et puis à la fin pouvoir répondre aussi aux questions que vous pourriez avoir. Alors, peut-être pour commencer, parce que ça soit un appel à manifestation d'intérêt dans ce cadre-là ou dans d'autres cadres, c'est important que l'on partage quels sont nos objectifs stratégiques en tant qu'établissement, puisque finalement, travailler avec des partenaires, c'est surtout travailler à la réalisation de ces objectifs-là. Premier point qui est essentiel pour nous, c'est que finalement, le succès d'une opération de Grand Paris Aménagement, mais je pense que normalement, la quasi-totalité des aménageurs présents sur ce CIMI, j'espère en tout cas, sont capables de dire la même chose. C'est vraiment la qualité de vie dans les quartiers qui vont être réalisés. Et la qualité de vie, pas simplement le jour de la livraison. D'ailleurs, souvent, c'est pas nécessairement le moment le plus facile. Mais aussi 10, 20, 30, 40 ans après. La deuxième chose, c'est que notre rôle en tant qu'aménageur et notre rôle singulier en tant qu'aménageur de référence d'Île-de-France, c'est certes de produire et de transformer des territoires, mais c'est aussi de contribuer à l'évolution des pratiques du métier, alors je dirais même des métiers, pratiques de l'aménagement, pratiques de la promotion immobilière, et c'est aussi quelque chose qui est très présent dans l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons élaboré. Je vais prendre juste un exemple très concret pour évoquer une de ces pratiques. Vous savez que nous nous battons pour que désormais les cessions de charges foncières se fassent à prix fixé et qu'on ne soit pas dans de la surenchère, qu'on ne soit pas dans la mise aux enchères des fonciers. On le fait bien sûr nous-mêmes parce qu'on ne peut pas avoir un discours sur ce sujet sans montrer l'exemple. Mais notre objectif, c'est que ça fasse des petits. Et pas plus tard que ce matin, nous avons signé avec la Société du Grand Paris une convention par laquelle la Société du Grand Paris s'engage de la même manière sur la cession de ses fonciers dans les quartiers de gare à ne les faire que à prix fixe et sans mise aux enchères. Et ça, c'est qu'un début, bien évidemment. Et puis, donc, transformation des pratiques, c'est un point important. Et puis, dernière chose, c'est que nous avons des convictions fortes, et je vais en partager quelques-unes, mais peut-être la plus forte, c'est que nous sommes au service des élus des territoires et en tout premier lieu des maires. Parfois, j'entends, et j'entends y compris dans le monde de l'aménagement ou de la promotion immobilière, ah mais il faudrait forcer le maire à délivrer des permis de construire, il faudrait pousser, alors au contraire, il faudrait le dessaisir. Alors moi, je m'inscris totalement en faux avec cette lecture-là pour deux raisons. D'abord, une fois qu'on a le permis de construire, si le maire ne veut pas donner l'arrêté de grue, on est bien malin. Et là, je parle de l'arrêté de grue, mais ça peut être l'autorisation de circulation des camions ou plein d'autres choses très, très terre à terre. Donc, faire un projet contre un maire, ça n'existe pas dans la vraie vie. La deuxième chose, c'est que les maires sont dans notre démocratie un des derniers remparts de notre démocratie. Ce sont des élus de proximité, appréciés par les habitants et à juste titre, qui sont extrêmement engagés au profit des territoires. Et si d'une certaine manière, nous aménageurs ou vous promoteurs, contribuons à affaiblir ce lien-là, je pense que ce n'est pas du tout bon pour notre démocratie. Et étant convaincu que c'est quand même le meilleur système, je pense que c'est dommage. Mais je reviens à notre métier d'aménageur. Nous sommes vraiment au service des élus et des territoires. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et nous essayons d'embarquer les élus dans une vision qui soit conforme à nos convictions, mais respectueuse de leur projet politique. Alors, dans l'appel à manifestation d'intérêt que nous évoquons, il y a un premier point qui est essentiel, c'est que nous souhaitons que la qualité des projets futurs soit vraiment le premier et l'unique critère de sélection de nos partenaires. Je rajouterais peut-être la qualité, non pas la qualité déclarée, mais la qualité réalisée à la fin.
Ce qui nous importe, ce n'est pas simplement une promesse, mais c'est aussi la démonstration d'une capacité à la tenir. Alors cette démonstration, elle peut prendre beaucoup de formes, bien évidemment, mais on sait que parfois, il peut y avoir, et nous-mêmes aménageurs, pouvons être à l'origine d'une surenchère dans la créativité, entre guillemets, qui n'est pas toujours saine. Je me rappelle d'un promoteur qui me racontait que lors d'un appel à manifestation d'intérêt il y a quelques années, ses équipes lui avaient proposé le mur en chewing-gum recyclé parce qu'il fallait vraiment trouver comment se débarquer. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ni promoteur ni aménageur, nous soyons dans notre rôle le plus glorieux quand on est là-dedans. L'important, c'est de faire. Et parfois, faire, c'est revenir à des fondamentaux. La première des innovations, c'est peut-être d'abord de réapprendre à construire pour des siècles. Petite équation environnementale toute bête. Si vous doublez la durée de vie d'un immeuble, vous diminuez par 2 son empreinte environnementale, en tout cas celle liée à la construction. Donc avant de parler même de techniques de construction et autres, et c'est un sujet en soi, c'est déjà là qu'il y a le plus grand gisement de performance environnementale, par exemple. Donc là-dessus, la première chose qui est importante, c'est que nous avons décidé, et notre conseil d'administration a décidé de changer du coup nos pratiques. Et en premier lieu, avec cet engagement de céder à charge foncière fixe ou à prix de terrain fixé. La deuxième chose, c'est que nous allons construire un socle de référence qui va fonctionner systématiquement comme ce qui est présenté à l'écran. Alors, pour ceux qui ont ouvert le règlement de consultation de l'AMI, c'est déjà dedans, donc je ne vais pas entrer trop dans le détail. Mais ce sujet dit essentiellement plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on veut avoir un socle qui dit en substance qu'un projet de Grand Paris Aménagement, qu'il soit fait à Charenton, qu'il ait lieu à Saint-Cyr, à Cormeilles-en-Parisis, à Sevran, à Nemours, à Nangy, doit avoir un socle commun, un socle d'ambition commun. Alors peut-être que le niveau d'ambition, le niveau de complexité sera différent d'un territoire à l'autre parce que le marché est ce qu'il est et à un moment donné, un projet, c'est aussi un budget. Et il faut être capable de tenir un budget qui soit cohérent avec des prix de sortie parce qu'il ne faut pas que notre action collective amène à une flambée des prix, sinon les habitants ne pourront tout simplement plus se loger. Mais il doit y avoir ce socle commun. Ce socle commun, il n'est pas encore défini à l'heure qu'il est. Et l'appel à manifestation d'intérêt auquel un certain nombre d'entre vous allez répondre, il vise notamment à fixer ce socle commun. Dit autrement, on aurait pu écrire ce socle en chambre. Et on est capable d'écrire un socle de ce type en chambre. Mais ça nous semble infiniment plus riche de confronter aussi à vos convictions, à vos savoir-faire. Et donc, derrière ça, c'est aussi une invitation. Soyez sincères. Ça ne sert à rien de nous expliquer que vous allez pouvoir tout faire. Ce n'est pas vrai. On ne croirait pas. Ce qui nous intéresse, c'est au contraire d'avoir un sparring partner. Et moi, je préfère avoir quelqu'un en face de moi qui me dit « Mais attendez, moi, je ne crois pas à ça. » Et voilà pourquoi. C'est pas simplement... parce que ça veut dire qu'on va avoir une relation qui va être franche, on va pouvoir être vraiment dans une relation partenariale. La deuxième chose, c'est qu'il y a bien sûr des attendus qui sont propres à chacune des opérations. Ça, ce sont des attendus qu'on bâtit avec les élus de chaque territoire. C'est sur certains territoires la manière d'intégrer leur charte. Sur certains autres territoires, c'est la manière de se passer de charte. Dans tous les cas, c'est aussi l'occasion pour nous d'une discussion sur qu'est-ce qui est atteignable ou pas dans telle ou telle charte ou dans telle ambition d'une collectivité, parce que là aussi, ce qui nous importe, c'est d'avoir du réalisme. Bien sûr, des contraintes qui sont prises. Et puis, et quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle notre socle négocié. C'est aussi qu'est-ce que vous portez. Parce que vous, chacun d'entre vous, vous exercez un métier qui est noble, qui est complexe, mais vous n'êtes pas interchangeables. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez tous des savoir-faire qui sont différents, des convictions qui sont différentes, une histoire, un ADN qui sont différents. Et c'est ça aussi qu'on veut valoriser, y compris dans la manière dont on va conduire chacun des projets, pas simplement dans la manière dont on va vous choisir. Parce qu'on veut porter de l'ambition, on veut porter de l'innovation, avec de l'innovation de bon sens, ce n'est pas nécessairement le mur en chewing-gum, mais de l'innovation qui vous serve aussi à vous, dans vos stratégies d'entreprise,
pour être demain encore plus performant quand vous répondrez à des consultations ailleurs. Moi, je suis ravi si certains opérateurs, parce qu'ils travaillent chez nous, gagnent des parts de marché ailleurs. Tant mieux. On est dans une relation gagnant-gagnant. Et donc, ça nous intéresse vraiment de vous offrir la possibilité d'avoir des immeubles qui soient démonstrateurs pour franchir une étape dans une ambition, dans une stratégie d'entreprise. Une étape, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on saute tout de suite 3 paliers. Ça peut être juste de franchir 3 marches. Ça peut valoir le coup. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, dans les projets futurs, sera mis en œuvre. Dans les modalités de mise en concurrence, ce vers quoi nous voulons tendre au maximum, c'est d'abord cet appel à manifestation d'intérêt, de référencement, qui pour nous est aussi une manière d'apprendre à vous connaître. C'est ensuite, et donc là j'ai remis la date, les copies sont à rendre pour le 14 janvier prochain. Déclarez-vous avant le 14 décembre également pour qu'on vous envoie les liens vers le dossier pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore demandé. Mais surtout, derrière cette AMI qui ne va pas déclarer des lauréats. Donc il n'y aura pas un premier, un deuxième, un troisième, un cinquième et un 158e. Pour l'instant, c'est le nombre d'entre vous qui a déclaré être intéressé pour répondre. Il ne va pas y avoir un lauréat, il va y avoir pour nous une grille d'analyse pour savoir quand on est sur tel type de projet, sur tel type de secteur, par rapport à tel type d'enjeu, on va se tourner plutôt vers qui pour aller consulter et ensuite là choisir un promoteur main dans la main avec les élus du territoire. Ces consultations, on les veut au maximum légères. Nous sommes convaincus qu'il n'est pas nécessairement d'avoir une consultation d'architecte, un concours où il faut arriver mais parfois à des niveaux d'APS, pourquoi pas d'APD dans certains cas, c'est-à-dire de dépenser beaucoup d'argent pour se choisir. Nous sommes convaincus qu'on peut le faire aussi simplement en se parlant, en partageant une conviction par rapport à un territoire, un site, et que l'affectio societatis, à un moment donné, plus la preuve et l'expérience d'un savoir-faire, peuvent tout à fait permettre de choisir. Ce qui est important aussi pour nous derrière, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on sait très bien que tout l'argent que vous dépensez pour répondre à des concours, que ce soit pour nous ou pour d'autres, c'est de l'argent qui renchérit les projets futurs. Vous êtes des entreprises, vous devez gagner de l'argent, et je vous incite à le faire, parce que sinon vous n'êtes pas des entreprises, donc vous n'êtes pas sérieux. Enfin, soyons très très clairs. Nous, un projet réussi, c'est un projet qui tient les objectifs et dans lequel vous gagnez une rémunération qui est honnête, qui est honorable par rapport au risque que vous avez pris. Sinon, ce sont des acteurs publics qui le font et c'est une autre histoire, c'est un autre modèle, c'est une autre ambition. Donc ça pour nous c'est vraiment quelque chose d'important. Donc tout l'argent qu'on ne dépensera pas à vous choisir, c'est aussi de l'argent qu'on pourra mettre quelque part dans la qualité du projet. Et puis c'est aussi un respect vis-à-vis de vos savoir-faire, de vos convictions, de votre expérience, qui n'est pas non plus toujours être dans le toujours plus, en tout cas de construire ensemble, de construire l'ambition. Il y a aussi une troisième conviction qu'il y a derrière et qui me semble important de partager. C'est que trop souvent, nous aménageurs pouvons vous pousser à cacher vos convictions derrière les convictions d'un architecte. Or, à mon sens, un promoteur peut avoir des convictions qui sont différentes de l'architecte qui va travailler. Et j'aurais même tendance à dire, quand ce n'est pas le cas, je suis extrêmement inquiet sur la durée de vie du promoteur. Choisir un architecte, c'est un autre exercice. Et qui vient après, bien évidemment. Mais la première chose, c'est d'abord de choisir un promoteur pour ses convictions. Donc, au maximum, on essaiera de découpler. Je dis au maximum parce que malgré tout, chacune de ces procédures, elle sera construite avec les élus du territoire. Parce que pour nous, c'est aussi très important que les élus soient impliqués dans le choix des partenaires avec qui on va travailler. Et puis, derrière, un point qui pour nous est important, c'est qu'en fait, quand on a choisi un partenaire, c'est pas là que ça s'arrête, c'est même au contraire là que tout commence. On veut être dans des démarches de co-construction. C'est d'ailleurs une philosophie qui avait été initiée par Grand Paris Aménagement et c'est l'occasion aussi de saluer mon ami Thierry Lajoie à qui j'ai l'honneur et la grande chance de succéder. Mais d'être vraiment dans cette logique de la co-construction du projet. Il n'y a rien de pire que le projet construit dans une tour d'ivoire où chacun se gratte la tête pour se dire mais qu'est-ce que l'aménageur a bien voulu vouloir dire comme contrainte, et à la fin on se dit ah mais mince, on avait oublié de vous dire ça. Déconstruire, c'est beaucoup plus compliqué que de construire.
Donc c'est aussi cet enjeu de construire le projet ensemble. Et nous considérons que l'énergie que vous mettez à ce moment-là dans le projet, c'est mieux que les 10% qu'on va vous demander dans la signature de la promesse de vente. Donc dit autrement, c'est plutôt au moment de la signature du dépôt du permis de construire qu'on va signer la promesse de vente. Ça nous simplifiera aussi la vie à tous, on connaîtra l'objet. Et avec un enjeu qui est très très fort, alors je le dis et je demande à mes équipes de se boucher les oreilles, on se fixe comme objectif de descendre entre 13 et 18 mois entre le choix d'un promoteur et la signature de l'acte authentique de vente. Là où je dis à mes équipes de se boucher les oreilles, c'est que je sais qu'on n'y arrivera pas tout de suite. Soyons honnêtes, la marche est très haute. Aujourd'hui, en Ile-de-France, on est plutôt à 4 ans. Que ce soit à GPA ou d'autres aménageurs. Donc faut pas, ça ne va pas être un coup de baguette magique. Mais en tout cas, c'est vers cet objectif qu'on veut tendre, parce que c'est important aussi, et parce que c'est aussi la meilleure manière de sécuriser des opérations. Quand, avec les élus du territoire, on a construit une opération du début jusqu'à sa fin, dans un temps bref, c'est une opération qui sort. Quand le temps s'effiloche, il peut se passer beaucoup de choses. Dernière chose, donc nos priorités. Une première priorité, elle est bien évidemment cohérente avec le premier objectif que j'évoquais tout à l'heure, c'est la qualité d'usage des bâtiments. On fait les bâtiments d'abord pour celles et ceux qui vont les habiter, avant d'être des concours d'architecture, de façade, d'esthétique ou autre. Il faut que ça soit beau aussi, ça fait partie du bien-être. Mais d'abord cette qualité d'usage. Et c'est vrai en logement, c'est vrai en tertiaire, c'est vrai dans tous les produits. Deuxièmement, un enjeu très très fort d'adaptation au changement climatique. Et je le mets avant la question du respect des normes environnementales. Disons-nous clairement, on a d'ores et déjà perdu une partie de la bataille sur le changement climatique. Aujourd'hui, on est à plus 1,3 degré, quoi qu'il advienne, même si on tenait tous nos objectifs. Donc la question, elle n'est pas uniquement de se dire on réduit notre empreinte environnementale, et aussi de se dire en 2050 comment on vit dans un bâtiment qu'on va livrer dans 4 ans. Comment on vit de manière passive, sans système qui consomme de l'énergie, de façon agréable. Donc ça, c'est quelque chose qui pour nous est absolument important. Et puis, une anticipation des niveaux de la RE 2020. Alors là aussi, je vais être très très clair. D'ores et déjà, les bâtiments qu'on produit sont extrêmement vertueux, d'un point de vue notamment énergétique. On a des marches à franchir d'un point de vue l'empreinte de la construction. Cela dit, maintenant qu'on a une norme qui définit des critères qui vont se durcir dans les années qui viennent, c'est notre rôle aussi que d'accompagner la maturation de la filière et des filières constructives pour qu'on soit capable de délivrer ces niveaux d'exigence à prix coûtant, enfin au même prix qu'aujourd'hui, parce que c'est ça le sujet. Et donc pour ça, il va falloir expérimenter. Je reviendrai dans un instant aussi comment est-ce qu'on expérimente là-dessus. Un point très important pour nous, la construction hors site. Comment est-ce que... Parce que, pour être honnête, je ne vois pas d'autre manière d'avoir un vrai poids sur les coûts de construction aujourd'hui, dans une industrie qui a vu se dégrader sa productivité depuis un siècle. Donc si on n'a pas une rupture majeure dans les modes constructifs, on n'y arrivera pas. Et je n'en vois pas d'autre que le passage à la construction hors site, partielle ou totale, pour y arriver. Derrière cette construction hors site, elle permet de travailler sur du biosourcé, du géosourcé, du remploi. Il y a beaucoup de leviers. Et il y a des stratégies qui sont différentes et elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Je pense qu'il ne faut pas les mettre en concurrence. Au contraire, il faut mobiliser tous ces leviers. La mixité d'usage, mais au-delà de la mixité d'usage, c'est aussi la question de l'adaptabilité, la polyvalence, la déspécialisation de l'immobilier. Aujourd'hui, on ne sait pas comment est-ce qu'on vivra, on travaillera dans 20-30 ans. Comment est-ce qu'on fait en sorte que nos immeubles ne soient pas jetables? Aujourd'hui, la question de la transformation bureau-logement est sur la table, mais comment est-ce qu'on fait pour que demain, les immeubles qu'on fait soient nativement capables de se transformer en ça ou autre chose? Et quand on regarde le surcoût que ça représente à l'investissement, il n'est pas à l'échelle de la valeur patrimoniale, d'une part, et de la valeur environnementale, d'autre part, que ça représente. Donc ça, c'est un chantier majeur et sur lequel il y a beaucoup à inventer. On n'en est qu'au tout début. Et puis, le point qui est le plus important, c'est que notre but, ce n'est pas de faire la une des magazines. Ce n'est pas de faire des premières mondiales ou franciliennes ou autres. C'est surtout qu'on grimpe des marches et qu'on soit dans des modèles reproductibles.
reproductible pour nous, reproductible pour vous, parce que c'est ça qui nous fera gagner. Je disais, faire évoluer nos pratiques et gagner en compétitivité, en pertinence. Et comme je le disais tout à l'heure, ça, ce sont nos objectifs à nous, mais c'est aussi vous accompagner, vous, dans vos stratégies de transformation de vos entreprises. Et donc là-dessus, on est vraiment à l'écoute aussi de ce que vous portez. Et on est à l'écoute via l'AMI, mais on sera aussi à l'écoute demain via les sélections d'opérateurs sur les différents territoires. Alors pour finir, si vous voulez travailler avec nous, je résumerai vraiment sur trois choses. D'abord, ayez des convictions. Beaucoup d'entre vous en ont. C'est aussi pour ça que la philosophie même du questionnaire qu'on a mis en place et qui est compliqué, voilà, ça on l'assume parfaitement. Ça nécessite vraiment de vous poser des questions et parfois elles ne sont pas simples sur vos priorités, sur votre ADN, sur qu'est-ce que vous choisissez plutôt comme priorité. Mais pour nous, c'est très important d'avoir des acteurs et des partenaires qui aient des convictions. La deuxième chose, c'est la capacité à les mettre en œuvre. Je le disais, c'est pas la promesse qui nous intéresse, c'est qu'à la fin, la réalisation soit supérieure à la promesse. Et on préfère éventuellement partir modeste et grimper plutôt que l'inverse. Et la troisième chose, parce que rien de grand ne se fait sans ça, c'est la question de la confiance. La confiance entre des acteurs publics et des acteurs privés. La confiance qui doit être vraiment une marque de fabrique. En tout cas, c'est vers ça que nous souhaitons tendre, d'une relation partenariale et durable avec vous sur les territoires. Ça, c'est très important. Ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas chez vous. Ça ne se décrète même pas chez nous. Ça s'apprend. Et aujourd'hui, on sait que même chez nous, parfois, on a à apprendre comment vous fonctionnez, quels sont vos enjeux. Et je finirai juste par ça, pour dire quand même un mot de la philosophie de Grand Paris Aménagement en matière de copromotion. Puisque aujourd'hui, nous avons décidé, ou pour être plus précis, la semaine prochaine, nous avons formalisé la décision d'entrer de façon récurrente dans la copromotion. Alors, récurrente ne veut pas dire systématique. Ce n'est pas notre objectif, loin s'en faut. Mais pour nous, c'est extrêmement utile d'avoir des collaborateurs qui sont en charge des opérations d'aménagement, d'être aussi en charge d'opérations à vos côtés en matière de copromotion. Pourquoi ? Parce que quand on franchit la barrière, on regarde les choses de manière différente. Et je vois les premiers collaborateurs, puisqu'on a 3 opérations de copromotion aujourd'hui actives, les collaborateurs qui travaillent dans ces opérations, déjà ils sont rendus compte d'un certain nombre de choses et ils ont changé un peu leur prisme de regard dans la manière de conduire les opérations d'aménagement sur lesquelles ils travaillent. Or, on ne peut pas être bon prescripteur si à un moment donné on ne comprend pas bien nos partenaires, c'est-à-dire vous. La deuxième chose, c'est que, je le disais tout à l'heure, anticiper par exemple la RE 2020, mais ça peut être d'autres sujets, ça veut dire aussi prendre des risques. Moi, je suis plus à l'aise à vous faire prendre des risques que j'ai déjà pris moi-même. Et bien entendu, quand je dis copromoteur, ça veut dire qu'on met des capitaux propres, ça veut dire qu'on met de la participation active. On n'est pas un partenaire dormant, ce n'est pas une charge foncière cachée ou autre. C'est vraiment qu'on souhaite être dans le bateau pour apprendre et pour derrière être là aussi bon prescripteur quand il s'agira de viser de l'ambition. Donc vraiment, ces 3 sujets. Donc n'hésitez pas à être tout simplement sincère et authentique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a d'abord ce que vous êtes, votre histoire. Respectez tout simplement votre histoire. Et nous serons très heureux, alors parfois de continuer à travailler avec des promoteurs qu'on connaît déjà. Je le dis clairement, cette AMI, ce n'est pas une manière de dire ceux avec qui on travaille, on ne veut plus jamais travailler avec eux. Ce n'est pas du tout ça. C'est aussi de découvrir des acteurs avec qui on ne travaille pas nécessairement. Moi, j'en ai découvert, un des copromoteurs avec qui on travaille aujourd'hui, je l'avoue volontiers, je ne le connaissais absolument pas avant et ça se passe merveilleusement bien. On partage vraiment des valeurs et c'est un projet qui a été initié au mois d'avril dernier, dont les permis de construire sont sur le point d'être déposés. Donc c'est allé assez vite sur une opération, sur un mode de faire totalement nouveau pour nous qu'à la copromotion. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour nous est important d'apprendre à vous connaître pour nouer des partenariats et j'espère des partenariats de long terme. Là on va attribuer les premières charges foncières qui seront le fruit de cette AMI vers la fin du second trimestre 2021.
22, pardon. Non, 21, ça va être difficile de tenir ce calendrier. Voilà, et on le fera sur 2022 et 2023. Très certainement, on renouvellera ce type d'AMI après. Mais en tout cas, on aura des projets, on fera naître des projets avec beaucoup d'entre vous, je l'espère. J'ai beaucoup parlé. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à demander le micro. Et n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Alors, ça veut peut-être dire que j'ai été très très clair, c'est très inquiétant. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, toutes les équipes de Grand Paris Aménagement sont vraiment à votre disposition pour échanger avec vous. Voilà, n'ayez pas peur de la complexité, n'ayez pas peur de répondre ce que vous êtes. Et puis à très très vite, surtout pour travailler ensemble. Merci à vous.